Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va lancer ce webinaire autour de l'e-commerce B2B. Je suis Xavier Bellet, je suis en charge des activités commerciales et avant-vente au sein de Niji. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 12e webinaire que nous faisons. Maintenant, on a pris l'habitude d'en faire un webinaire toutes les 2-3 semaines. D'ailleurs, sur le slide que vous voyez affiché, vous pouvez aller partager ou re-regarder les différents webinaires qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui, il sera disponible dès demain. Voilà, donc je vous invite à aller le consulter et le partager autour de vous. En tout cas, je suis ravi de vous accueillir pour cet e-commerce autour du B2B qui va être animé autour de trois temps forts. Premier temps fort autour des enjeux e-commerce en 2021. Deuxième temps fort autour des spécificités du B2B qu'il faut intégrer dans les réflexions dès le lancement de vos réflexions autour de l'e-commerce. Et puis, troisième temps fort autour des étapes d'un projet e-commerce B2B. Aujourd'hui, je suis accompagné de trois experts. Chloé, qui est en charge des activités e-commerce au sens large au sein de notre cabinet de conseil. Erwan, qui est aussi en charge sur la partie mise en œuvre technologique des plateformes e-commerce. Et enfin, Laurent, notre partenaire Oro, qui va se présenter et avec qui nous sommes ravis de pouvoir animer et vous présenter ce webinaire autour de l'e-commerce B2B. Avant de passer la main à Laurent, juste un petit rappel sur Niji et notre proposition de valeur. On est organisé autour de trois métiers, le conseil, le design et la mise en œuvre technologique. Ce qui est intéressant dans le filtre du webinaire d'aujourd'hui, c'est que un projet e-commerce embarque les talents, en tout cas les métiers de ces trois BU qui constituent la proposition de valeur de Niji et qui sont représentés par Chloé, Erwan et bien sûr notre partenaire Laurent, à la fois sur la phase très en amont de cadrage et de réflexion autour de votre projet e-commerce. La partie design, où on voit le chiffre de 130 talents autour de la réflexion UX, UI, des parcours, de l'expérience sur lequel on peut vous accompagner dans ces réflexions, et puis sur la mise en œuvre technologique, et puis le maintien de ces plateformes, l'animation et le suivi autour de KPI très business. Voilà pour la présentation et l'introduction très rapide de ce webinaire. Je rappelle juste d'un point de vue logistique de bien rester en mute tout le long du webinaire. N'hésitez pas, dans le fil de discussion, poser vos questions aux différents intervenants. On prendra 10-15 minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre. Et puis, dans la foulée de ce webinaire, vous allez recevoir une enquête de satisfaction avec 3-4 questions. Voilà, si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, nous, ça nous permet de nous améliorer aussi au fur et à mesure. Donc voilà, si vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps dans le prolongement de ce webinaire pour dire ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché, ça nous permet aussi, nous, de nous améliorer sur les prochains. Voilà, je laisse la main à Laurent qui va présenter Oro et puis la plateforme. Bonjour à tous, merci Xavier pour cette introduction. On va essayer de faire rapide sur la présentation d'Oro pour aller vraiment dans le cœur du sujet après, qui est le commerce B2B. Alors, Oro, qui nous sommes? Nous sommes une société qui a plus de 8 ans d'existence. Le siège est à Los Angeles. Nous avons plusieurs produits, et ce qui nous concerne, nous avons deux produits principaux qui sont Oro CRM et depuis 2007, Oro Commerce. Je précise 2017 pour Oro Commerce, puisqu'en fait, nos créateurs et le fondateur d'Oro n'avaient pas le droit légalement de sortir une solution e-commerce avant, puisque quand vous revendez une société que vous avez fondée qui s'appelle Magento pour créer une nouvelle solution, vous avez un petit temps avant de pouvoir le faire. Aujourd'hui, l'équipe dirigeante d'Oro, effectivement, connaît très très bien l'e-commerce pour l'avoir fait pendant des années. Nous sommes à peu près 150 employés. Nous avons des bureaux donc à Los Angeles, en France, en Allemagne, en Angleterre
en Ukraine et en Pologne pour la partie support. Et une centaine de clients en version entreprise. Et nous avons une version aussi communautaire, ce qui nous permet d'avoir une communauté de plus de 20 000 membres. Erwan? Ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément ce que nous, on va vous dire d'Euro, vous dire qu'on est les meilleurs. C'est ce que les analystes indépendants comme Gartner et IDC vont vous dire. Vous voyez, Gartner, on est dans le Gartner, dans le Magic Quadrant, sachant qu'on est la plus petite des structures du Magic Quadrant. Et, petite précision, on est connu surtout pour notre B2B, et Magic Quadrant fait B2B plus B2C. Donc, on est rentré de façon vraiment très importante cette année dedans. Et quand vous regardez l'IDC, qui est un rapport, lui, par contre, B2B exclusivement, on est positionné au top puisqu'on a vraiment des fonctionnalités qu'on va voir un peu après qui sont vraiment très importantes. Erwan, aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de dire que nos clients, si vous regardez bien, vous avez ici un panel de clients et vous avez aussi bien des petits, des gros, vous avez du B2B, du B2B2C, du B2C, vous avez des gens qui vont faire de la marketplace, vous avez différentes choses et vous avez des industriels comme vous pouvez avoir des distributeurs. Ces s'adressent à toute taille de clients, petits comme grands, et sans avoir de spécificité sur sur ce que vous vendez. Il y en a qui vendent des plantes, d'autres qui vendent du matériel médical, d'autres qui vendent du bâtiment, d'autres qui vendent des matériels de camping, des chaussures de protection. Vous voyez, il y a un très large panel de clients là-dessus. Et c'est un produit qui se veut généraliste et qui peut s'adresser à tout type de clients, puisque le B2B, c'est avant tout du business. Mais qu'est-ce que c'est le B2B et le B2B en 2020? Je vous laisse la main. Chloé? Si je ne retire pas le micro, ça ne va pas marcher. Alors, si je ne mets pas le micro. On a beaucoup entendu parler d'e-commerce ces derniers mois, surtout suite au confinement. Effectivement, au niveau du B2C, ça a été assez fou ce qui s'est passé. Mais on entend un peu moins parler, ou en tout cas dans les médias, de ce qui se passe sur le B2B, alors qu'en réalité, on pense que la grande révolution est en train de commencer. Vous voyez là des chiffres assez impressionnants. Il y a du potentiel parce que peu sont les entreprises qui ont vraiment commencé à mettre en place des systèmes performants de e-commerce pour du commerce entre elles. Et il est temps d'y aller et d'aller prendre les places qui sont aujourd'hui disponibles. Donc nous, on a de plus, côté de Niji, on a de plus en plus de clients qui arrivent avec des premières questions qui sont parfois sur leur écosystème digital, sur où mettre le site e-commerce, comment faire. Donc là, je vais vous parler un peu de tous les enjeux qu'on a sur ce sujet avant d'enchaîner. Donc, juste, ça nous paraissait important de partager avec vous quelques-unes des problématiques des clients qui viennent nous voir. Ça va vous paraître assez évident, mais on parle forcément de simplicité, de transparence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est évidemment tous consommateurs dans notre vie personnelle online et que on n'accepte pas de retrouver quelque chose de moins bien pour ses commandes professionnelles, quelles qu'elles soient, que ce soit un produit, une prestation. Donc, de la transparence, de la simplicité, du gain de temps et puis évidemment de l'efficacité. Laurent y reviendra après, mais vous verrez que dans les raisons qui poussent aujourd'hui à développer un site e-commerce, il y a évidemment tous ces sujets-là de gain d'efficacité. Ce qui va être compliqué, c'est, compliqué. Le vrai enjeu, c'est de réussir, malgré ce gain d'efficacité, malgré cette simplicité, à garder quand même l'expertise produit, qui est quelque chose d'extrêmement important dans le B2B, l'expertise produit et puis la spécificité de mon client. C'est-à-dire que dans la relation B2B, il faut évidemment faire attention à toujours montrer au client qu'on le connaît mieux que les autres, mieux que ses concurrents, qu'on sait qu'il a besoin d'une livraison de telle ou telle façon selon ses points de vente. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir retrouver de façon impérative sur le e-commerce. Donc, pour des grands comptes notamment, la façon de gérer tout le service client, la gestion du contrat, la gestion des commandes, la personnalisation, c'est quelque chose qui va être hyper important. Je pense par exemple à un de nos clients qui fait des produits de beauté.
quand quelqu'un vient sur son site commander tout un assortiment de produits pour la prochaine collection, quand c'est Monoprix qui vient commander des milliers de quantités, des centaines de références, évidemment, il ne s'attend pas au même type de facilité de paiement, de livraison, que quand c'est une pharmacie unitaire, une pharmacie qui n'a qu'une pharmacie. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte. On va vous expliquer comment après dans les fonctionnalités et comment on fait de façon technique pour que ça puisse arriver et que ça soit simple, c'est-à-dire que le client ne voit pas la complexité. Il y a un autre enjeu très important, c'est de retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, la simplicité, la facilité et ce qu'on appelle des features ou des fonctionnalités dont on a l'habitude dans notre vie quotidienne. Donc, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe ce qu'on achète, on veut retrouver son one-click payment, on veut retrouver son panier de la dernière fois, on veut arriver sur la bonne page facilement, on veut ne pas avoir à aller sur 4 sites différents pour pouvoir commander des choses différentes. Et voilà, et ça c'est très important aussi, et c'est les enjeux, mais ces enjeux se transforment en facteurs clés de succès qu'on va vous détailler après. Donc, pourquoi est-ce que nos clients font un projet e-commerce? Pour tout ça. Donc, Laurent l'explique mieux que moi. Alors en fait, c'est pas moi qui l'explique, c'est mes clients qui me le disent et mes partenaires. Donc, c'est vraiment des retours. Concrètement, la raison première, généralement, ce qu'on a, c'est, voilà, on a une plateforme actuelle qui est un peu ancienne, qui est plus supportée par les éditeurs, ou chaque fois qu'il faut faire une évolution qui coûte une fortune, ou qui répond plus à leurs attentes de vos clients. Et donc, il faut changer de plateforme, il faut la mettre au goût du jour, il faut faire un replatforming pour qu'on ait quelque chose d'actuel, qui puisse répondre aux besoins, qui puisse gérer les problèmes de sécurité. Et on l'a bien tous vu dernièrement que c'était quand même un phénomène d'actualité. C'est un phénomène d'actualité qui nous a aussi, nous, on a fait très attention à ça, puisqu'on a un de nos clients qui a eu un ransomware la semaine dernière, il y a 15 jours, et nous, nos plateformes étaient sécurisées. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un point essentiel et crucial chez nous aussi. Le deuxième point, c'est tout simplement faire de l'acquisition de nouveaux clients. Mais l'acquisition de nouveaux clients, avec un nouveau canal, c'est proposer des nouveaux services, c'est-à-dire avoir un portail pour que le client puisse voir les produits, télécharger les fichiers clics, voir où en sont ses commandes, voir où sont les remboursements, et l'e-procurement. Parce que comme le disait Chloé, typiquement, c'est exactement le cas d'un client chez Niji que l'on accompagne en ce moment, sur les 2 premiers aspects, qui effectivement, dans sa stratégie, s'est posé un certain nombre de questions sur comment se déployer, notamment à l'international et sur des marketplaces. Et en fait, on les accompagne justement sur ces 2 aspects, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur plateforme, pour des raisons de problématiques de performance notamment, n'est pas capable aujourd'hui d'encaisser déjà le trafic actuel qu'ils peuvent avoir sur leur site. Et donc, dans une évolution de leur business model avec de multiples acteurs différents sur de la marketplace, de l'internationalisation. Voilà, un nouveau canal vient se greffer et donc se repose la question de la platforming. Excuse-moi Laurent pour t'avoir coupé. Non, pas du tout, c'est un échange de toute façon. Et l'e-procurement, c'est exactement ce que vous citez tout à l'heure, Chloé. Monoprix qui arrive pour passer ses commandes, ils veulent leur site. Ils ne veulent pas le site de leur fournisseur, ils veulent avoir leur logo Monoprix, ils veulent avoir leur code, ils veulent se sortir chez eux, avoir un service à valeur ajoutée et une personnalisation pour, entre guillemets, l'importance qu'on adresse à Monoprix et les clients comme ceci. La troisième raison, qui est, vous voyez, au fur et à mesure qu'on arrive dans les raisons, on arrive sur des choix un peu plus stratégiques. On est sur l'excellence opérationnelle. Qu'est-ce que c'est l'excellence opérationnelle? C'est que vous allez avoir un service client qui va prendre des appels, qui va devoir gérer des petites commandes, des petits clients. Cette part de clients de petites commandes sont importantes dans la société, mais elles ont un coût opérationnel. Et ce coût opérationnel, en passant tout ça sur le canal web, va permettre de réduire ce coût opérationnel, donc de garder le CA, mais en réduisant le coût et donc augmentant les points de marge. Et le dernier cas, qui est, je pense, le plus intéressant et celui qui n'est pas forcément le plus réfléchi et pensé à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des clients qui se disent, moi, un tel, il fait 90% au téléphone ou par le commercial et 10% sur la plateforme. Si je n'ai pas les plateformes, les 10%, il va les repasser sur un autre canal et ce n'est pas grave. Non, parce que de plus en plus, dans les appels d'offres ou dans les modes de fonctionnement, les clients regardent dans leurs fournisseurs s'ils ont l'ensemble des canaux. Si vous avez l'ensemble des canaux, ils travaillent avec vous. Si vous n'avez pas l'ensemble des canaux, ils préfèrent travailler avec un autre fournisseur. Et dans ces cas-là, c'est tout le chiffre d'affaires lié à ce client que vous perdez, voire dans les appels d'offres
de grands comptes qui veulent changer de fournisseur. Si vous n'avez pas le canal web, vous êtes rejeté puisque c'est mandatory. Et ça, c'est quelque chose effectivement d'assez nouveau, hein, mais d'assez nouveau, 2020. en tout cas qui est en train de prendre une grosse ampleur. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients qui arrivent avec ça. Là où c'est parfois difficile, c'est que justement, est-ce que je commence par proposer cette espèce de plateforme personnalisée pour mon grand compte, ou est-ce que je sais gérer et réduire mes coûts sur l'ensemble de tous ces plus petits clients, mais qui sont très nombreux et dont j'ai besoin. Et c'est un peu ce qu'on va faire dans les phases de cadrage du démarrage, c'est de voir s'il est possible de faire les deux. Souvent, ça sera possible, ou de voir s'il faut commencer par un des objectifs et puis garder celui pour après. Mais voilà, c'est comme ça que c'est en tout cas important de savoir où en est le client et quel est son ou ses principaux objectifs dans cette transformation. Et dans ce que dit Chloé, il y a un point qui est très important, et là je le dis à l'ensemble des personnes participant à ce webinaire, ne pensez pas Oro comme un site e-commerce B2B. Pensez Oro comme une plateforme d'e-commerce, c'est-à-dire que vous allez avoir sur la même plateforme un B2B par exemple pour les petits comptes, un B2B pour les grands comptes, vous pouvez avoir un B2C, vous pouvez avoir du B2B2C, vous pouvez avoir différents business models qui sont adressés sur la même plateforme, ce qui vous permet de réduire les coûts puisque vous avez mutualisé une partie des développements, mais d'apporter aussi des expériences ou des façons de faire complètement différentes en fonction, sans noyer les messages et l'image de votre société. On va avoir par exemple beaucoup de clients de PME qui arrivent avec une envie de rationaliser leur écosystème digital. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple, c'est une société qui est le fruit de rachat de plein d'entreprises, donc ils vont avoir plein de sites internet un peu partout. Et ils arrivent en disant, OK, mais mon site e-commerce, je le mets où? Et en fait, c'est là qu'on va leur parler de plateforme, leur faire comprendre qu'on n'est pas sur un site, mais sur tout un écosystème, avec notamment le CRM et pas mal de questions qui vont se poser, qui ne sont pas forcément compliquées, mais qui vont permettre justement d'avancer dans la réflexion dont va parler Erwan. Voilà, et justement, cette réflexion, effectivement, elle est liée à tout ce qu'on vient de se dire, à la fois répondre aux enjeux, bien évidemment, pour pouvoir offrir la meilleure expérience à vos clients, mais justement, en intégrant les spécificités du B2B dont on a un petit peu parlé et sur lesquelles on va revenir justement là. La première sur laquelle il faut s'arrêter, c'est que contrairement à ce qu'on peut avoir sur le B2C et que vous connaissez dans vos entreprises, finalement, le B2B implique une complexité des offres à plusieurs niveaux. Et donc, il faut savoir maîtriser. La première, bien évidemment, c'est l'offre produit. Alors, quand je dis offre produit, ça peut être au sens large. Ça peut être effectivement du produit physique, mais ça peut être du service, typiquement des facilités de paiement, des facilités de livraison, des typologies de livraison différentes, et qu'il va falloir pouvoir personnaliser en fonction de vos clients, des négociations que vous allez avoir avec vos clients. Et donc, ça va donner, notamment sur la partie tarifaire également, un produit pour un client va donner un tarif particulier. Et donc, quand on cumule en fait l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de ces éléments, on arrive sur en fait un panel, un éventail de possibilités qui est très très large et qu'il faut pouvoir gérer. Et en fait, le point central de tout ça, c'est que il faut pouvoir s'appuyer sur des briques métiers, mais que vous avez déjà. C'est-à-dire que cette complexité, elle est déjà présente dans vos entreprises, elle est déjà présente dans vos systèmes d'information. Et le point, c'est qu'on va venir s'appuyer sur ces éléments-là qui gèrent déjà aujourd'hui cette complexité pour pouvoir en faire une restitution côté site e-commerce. Le point, c'est qu'il faut à la fois l'intégrer dans la réflexion dès le début du projet et pas le mettre à la fin en se disant c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui et donc on va pouvoir s'en occuper à la fin. Non, ça a quand même des implications parce qu'on va devoir pouvoir s'appuyer justement sur ces briques-là. Et le deuxième point majeur, c'est ce que disait Laurent, c'est que la solution Eurocommerce embarque en fait toutes les fonctionnalités adaptées pour gérer cette complexité-là. Et finalement, ça élude cette complexité technique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la complexité technique de mise en œuvre de ces aspects-là. Ça reste une complexité business, mais que vous gérez déjà aujourd'hui dans vos entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Pour continuer, il y a une implication, c'est qu'effectivement, comme on va devoir s'appuyer sur des briques de votre système d'information, eh bien, on va devoir interconnecter justement la plateforme e-commerce avec votre système d'information. Et donc là, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'on va identifier, il va falloir identifier les référentiels de données.
où se trouvent mes produits, où se trouvent mes stocks, où se trouvent mes tarifs, où se trouvent mes clients, pour pouvoir mettre en place la gouvernance de la donnée. Ça, c'est le premier point. Et donc, définir toutes les interfaces qu'on va devoir travailler, donc avec un ERP, avec un CRM, avec un outil de logistique, bref, avec l'ensemble des briques techniques et métiers que vous avez, donc via des connecteurs ou de l'APIisation. Le point, il y en a deux majeurs par rapport à ça, sur la mise en œuvre technique du projet derrière, c'est première chose, ne pas reproduire la logique métier. C'est-à-dire qu'il va, encore une fois, falloir s'appuyer sur les systèmes dont vous disposez dans vos entreprises et ne pas reproduire sur la plateforme e-commerce toute cette complexité. Je prends l'exemple du tarif. Voilà, il n'y a pas de raison de modéliser un moteur de tarification côté site e-commerce si vous l'avez déjà dans votre entreprise, si vous l'avez déjà dans votre SI. On va venir à se plugger avec ce moteur-là pour pouvoir restituer l'information côté front office. Et le deuxième point, c'est que pour faire ça, eh ben, il y a des solutions comme Oro qui permettent justement de pouvoir s'appuyer sur des solutions qui sont ouvertes, où tous les services sont en API, qu'on va pouvoir appeler dans tous les sens, et qui va justement faciliter cette intégration, et donc être sur un time to market qui va être beaucoup plus court. C'est l'exemple d'un client aujourd'hui que l'on accompagne chez Niji, qui effectivement a une grosse réflexion autour de son offre et notamment de sa capacité à offrir des tarifications personnalisées. C'est-à-dire que typiquement, il a des agences physiques présentes sur le territoire et se pose la question, est-ce que j'ai la même offre en agence ou sur le web? Est-ce que j'ai les mêmes tarifs en agence et sur le web? Comment est-ce que je fais pour mes tarifs négociés par mes clients? Et donc voilà, donc se pose la question et on les accompagne en ce moment pour définir où se situe dans son SI le référentiel de tarification. Et la conséquence, c'est comment est-ce qu'on va interfacer dans un second temps ce référentiel avec la plateforme e-commerce. Troisième point, c'est qu'une fois qu'on a mis en place un peu cet écosystème et les interfaces, eh bien, on va aussi devoir proposer aux clients un certain nombre de fonctionnalités, Chloé en parlait tout à l'heure, qui vont faciliter la prise de commande. L'objectif, c'est d'être effectivement efficace, réactif, pour offrir une expérience d'achat qui va être le plus facile possible et puis générer de la fidélité. Parce que ça va être un point sur lequel on va revenir aussi, c'est qu'effectivement, en B2B, vous allez être dans une relation durable avec vos clients et donc avec un système de fidélité. Donc là, on va parler de visibilité sur le catalogue, l'autonomie dans le passage de commandes, avec aussi les règles de gestion qui peuvent être propres au B2B, avec des workflows, c'est-à-dire vous avez le responsable des achats qui va valider toutes les commandes dépassant tel budget, par exemple. Voilà, ça va être des choses qu'il va falloir prendre en compte dans la solution pour pouvoir gérer ce genre de choses. Les commandes rapides, la possibilité de pouvoir repasser une commande déjà passée. Bref, un ensemble de fonctionnalités. Là, le point, c'est qu'aujourd'hui, Oro propose en natif et a été conçu pour ça à la base, contrairement à d'autres plateformes plus B2C. Oro a été conçu pour le B2B et donc offre en natif l'ensemble de ces fonctionnalités qui permettent aux clients justement d'avoir cette expérience d'achat et pour vous de développer les ventes associées. Je crois, Laurent, d'ailleurs, tu avais… Je vais faire un petit aparté parce que là, on parle d'API, on parle de technique. En fait, moi, ce que j'aime dans l'e-commerce B2B, en plus, c'est qu'il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires de vécu, de réel dans les entreprises. Et j'adore écouter les clients qui m'en parlent parce que ça, on voit aussi comment Oro va pouvoir leur résoudre des problèmes. Mais un exemple très concret. J'ai beaucoup de clients qui nous disent nous, on a encore des commandes qui arrivent par fax, voire par fax numérisé. Et donc, on a des opératrices de saisie qui reçoivent, alors certains c'est du vieux fax papier mais c'est très rare, mais qui reçoivent des impressions fax comme ça par mail ou par un système de fax to mail et qui doivent ressaisir les commandes. Et les clients, ça coûte une fortune en termes opérationnels d'avoir que des opératrices de saisie qui peuvent faire ça. Alors que c'est les mêmes personnes, si tout était informatisé, c'est-à-dire que les commandes étaient passées informatiquement et directement mis en EP, ces personnes-là pourraient faire de l'appel sortant, de l'appel qualitatif. En fait, toutes les tâches à peu de valeur ajoutée et qui ont un vrai coût, vont être digitalisées. Et l'avantage de les digitaliser en plus, c'est que c'est plus simple de les suivre dans le temps puisque tout est au sein de la même brique.
Un autre élément, un facteur clé sur justement la mise en œuvre, on l'a dit, hein, c'est-à-dire que le monde du B2C et du B2B finalement sont en train de se rapprocher, notamment dans l'expérience utilisateur, c'est-à-dire que nous, en tant qu'acheteurs B2B, on va s'attendre à retrouver les mêmes fonctionnalités et puis le même environnement que ce qu'on peut connaître dans notre vie quotidienne de B2C. Et donc notamment aussi la partie mobilité et la capacité à effectivement pouvoir se déplacer en embarquant dans une tablette, dans son téléphone, la possibilité de passer des commandes. C'est l'exemple aujourd'hui d'un client qu'on accompagne qui effectivement fait du négoce de matériaux de construction et en fait il a des artisans, ses clients ce sont des artisans et ces artisans en fait ils se déplacent sur leur chantier. Donc voilà, un artisan qui va se déplacer sur les 3 chantiers sur une journée et à chaque chantier va regarder ce dont il y a besoin pour le chantier. Et ben plutôt que le soir arriver chez lui et puis de se rappeler d'avoir noté ce qu'il manquait, etc. Au fil de sa journée, via sa tablette, va pouvoir comme ça ajouter les produits à son panier et finaliser la commande. Et typiquement, encore une fois, donc c'est quelque chose qu'il faut imaginer. Donc c'est ce qu'on disait, hein, c'est une phase de design, de création, de parcours utilisateur qu'il faut imaginer dès le début de la réflexion. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de s'appuyer sur une solution technologique, Oro en l'occurrence, qui va permettre par des fonctionnalités typiquement de multi-panier, c'est-à-dire pour un utilisateur donné de pouvoir dans la même journée, dans la même heure, pouvoir créer différents paniers, de les stocker, de pouvoir revenir dessus a posteriori et donc pouvoir comme ça gérer ce genre de fonctionnalités importantes. Il y a un autre exemple que j'aimerais donner par rapport à ça qui est complètement différent, c'est que il ne faut pas penser uniquement téléphone, tablette, ordinateur. On a un client aux États-Unis qui s'appelle Animal Supply, donc qui vend ni plus ni moins des croquettes, des aliments pour animaux, tout ce qui tourne autour des animaux, au veto et tout ce genre de choses. Et il a un entrepôt, et quand vous arrivez dans l'entrepôt, vous ne prenez pas des cartons, parce que c'est des cartons, des palettes, tout ça, vous prenez une douchette et vous scannez des barcodes. Et quand vous arrivez à la fin, votre panier Oro est constitué comme ça. Le panier Oro est constitué directement avec des douchettes. On a une expérience utilisateur qui est vraiment pour faciliter la vie des clients. Autre point, c'est la capacité à anticiper les besoins futurs. C'est-à-dire qu'effectivement, et je pense qu'on l'a tous vécu, hein, l'année 2020 a été tellement particulière que on n'a pas imaginé, on n'avait pas anticipé les changements profonds que ça allait générer. Et aussi, du coup, les remises en cause et les réflexions qu'il a fallu mettre en place, notamment d'un point de vue business, pour subvenir pendant cette période. Et en fait, je pense qu'il faut prendre cet exemple-là de l'année 2020 pour se dire, mais finalement, sur des échelles certainement différentes, il peut se passer ce genre de choses dans le futur encore. Et donc, bien malin sera celui qui pourra imaginer soit les fonctionnalités, les contraintes qui vont être exposées par le marché demain. Mais pour autant, il faut être en capacité de l'anticiper. Et donc là, il faut s'appuyer effectivement sur une solution qui va être, comme je le disais tout à l'heure, à la fois ouverte vers l'extérieur, sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur une marketplace. Oro propose aujourd'hui un certain nombre de modules très importants sur une marketplace, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez faire évoluer au fil du temps votre plateforme, et encore une fois, en s'appuyant sur les fonctionnalités standards qui vont être mises à disposition pour pouvoir ajouter, faire un MVP dans un premier temps, et puis progressivement compléter votre offre de fonctionnalités auprès de vos clients de manière progressive, etc. Donc voilà, quelque chose de pérenne et d'évolutif dans le temps pour pouvoir adapter justement les modes de consommation et les challenges du commerce B2B avec justement les fluctuations de ce qui peut se passer au niveau du marché dans le temps. Parce que personne ne sait dans 4 ou 5 ans ce que vous aurez besoin, ce que vos clients ont besoin. Est-ce que vous auriez voulu faire un B2C? Est-ce que vous avez besoin d'adresser d'autres typologies? Est-ce que vous allez acheter d'autres sociétés par la croissance externe? Est-ce que vous allez développer des nouvelles marques? Est-ce que vous allez faire l'international? Aujourd'hui, le but n'est pas de prendre une plateforme pour vous qui répond à vos besoins actuels, mais qui couvre vos besoins actuels et qui vous laisse le champ des possibles pour la suite. Et d'ailleurs, je redis ce que tu disais tout à l'heure, Laurent, c'est que Oro n'est pas une solution à proprement parler, mais bien une plateforme qui va justement permettre de fonctionner de cette façon-là et donc l'imaginer bien comme une plateforme qui va vous permettre de progresser demain.
Dernier point, et pas des moindres, c'est qu'effectivement, dans le contexte d'un business B2B, on va être dans une relation client qui va être différente de celle du B2C, parce que le premier point, c'est qu'on va être sur une exigence client forte à la fois en amont, c'est-à-dire que l'acquisition va être plus longue, plus difficile, avec des circuits de décision qui peuvent être plus longs, et donc, du coup, un taux de conversion qui va être plus compliqué à générer. Et une fois que la conversion est faite, on va aussi être dans une relation qu'il va falloir personnaliser, qu'il va falloir rendre forte et surtout durable. C'est ce que je disais tout à l'heure, notamment qu'on va fidéliser nos clients. Et donc, on va avoir besoin de capter, de capturer de l'information client, d'une part, et ensuite de l'exploiter. Et donc, c'est là où on va parler effectivement de CRM, d'outils de marketing automation. Et donc, le point central par rapport à ça, c'est la capacité de la solution, d'une part, à capturer encore une fois de la data et notamment de la data côté client pour pouvoir l'exploiter et puis de l'imbriquer de manière fine avec votre SI pour pouvoir justement l'exploiter et proposer les offres, les services, les promotions, en tout cas les bons outils au bon moment pour vos clients. Et donc, il faut savoir, encore une fois, dans cette notion de plateforme, Laurent l'expliquait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, adossé à la solution EuroCommerce, il y a une solution EuroCRM qui est fournie en standard et qui va vous permettre justement, si vous n'avez pas cette brique dans votre SI actuellement, de pouvoir justement se lancer avec ces fonctionnalités-là. Laurent, tu confirmes? Ah oui, je confirme. Et puis, ça va vous permettre de faire de la segmentation, ça va vous permettre de faire ce que vous avez besoin. Et c'est très intéressant pour les structures qui font ce qu'on appelle une transformation digitale, donc qui se posent la question, est-ce que je fais mon e-commerce, mon CRM après, mon CRM, mon e-commerce après? Là, vous avez les deux produits qui vous permettent d'avancer pas à pas et pas de vouloir se dire, bon, je vais tout faire. Allez-y par étapes. Euro peut aussi bien gérer des très grosses structures comme des tout petits clients. On a des clients qui sont beaucoup plus petits, qui vont faire des 2, 3, 4 millions sur la plateforme maximum par an. L'avantage d'avoir une solution qui est souple et qui permet de répondre à vos différentes problématiques, c'est que vos problématiques d'aujourd'hui et de demain ne sont pas les mêmes. Et donc, ça nous permet aussi à nous d'adresser toute taille de client et tout business model. Et là, vous voyez, Erwan a détaillé pas mal de fonctionnalités. Et aujourd'hui, si on devait résumer concrètement toutes ces fonctionnalités, Erwan, si tu peux, voilà. Ici, si vous regardez bien, on est sur les 10 points qui sont, je dirais, importants dans le B2B, hein, qu'on vient d'évoquer, de toute façon, la gestion des comptes d'entreprise, des catalogues différenciés par client, des prix différents par client, par groupe de clients. Le fait d'avoir des process de commande qui peuvent être complètement différents d'un client à un autre ou d'un niveau hiérarchique à un autre, la commande rapide. Dans le B2B, on a par moment des grosses commandes de 100, 200 lignes et il faut charger un fichier Excel. Et la personne ne veut pas aller partout sur le site pour commander ces 200 articles. Le fait que le fichier Excel va beaucoup plus vite. Le multipanier et devis. On a peu parlé du devis, mais au final, aujourd'hui, quand vous êtes sur une page produit, vous pouvez ajouter votre produit au panier ou demander une cotation, puisque vous avez les tarifs dégressifs selon les quantités, et là, vous avez une commande exceptionnelle, vous voulez négocier votre prix, au mieux d'appeler votre commercial, vous cliquez sur demander un devis, vous demandez le montant que vous voulez et la quantité, vous avez un champ pour mettre la raison, le commercial valide, refuse, vous fait une contre-proposition. Ça vous permet d'avoir une négociation qui soit entièrement tracée, digitalisée, ce qui permet que si le commercial n'est pas là, quelqu'un peut reprendre le relais puisqu'il a toutes les informations et ça évite que le client appelle « ouais, mais j'avais vu ça avec le commercial ». Alors, tout est tracé et fluide. On parlait de multi-organisation, multi-marque, multi-pays, multi-sites, mais c'est un des points aussi qui est natif sur Euro. Le fait qu'on parle de rôle, l'autorisation, c'est que tout le monde n'a pas besoin de voir les mêmes informations et surtout si on fonctionne à des échelons avec plusieurs sociétés. Des moteurs de dashboard et de report, puisqu'il faut que vous puissiez avoir rapidement le taux de concrétisation, le taux les nombres de ventes, qui est venu, qui n'est pas venu, tout ce genre de choses. Et dernièrement, le CRM et l'e-commerce, aujourd'hui les deux solutions importantes. Et on dit en plaisantant chez nous que le CRM fait partie du back-office d'EuroCommerce parce que ça vous permet de mieux servir et mieux desservir vos clients. Tout cela vous semble complexe. Et Chloé, désolé, je garde la main 2 secondes. Mais tout cela vous semble complexe, mais en fait, sachez que vous avez déjà toute l'intelligence, tout le business est déjà présent dans votre société. Après, il faut le mettre sur cette version digitale
Et là, aujourd'hui, vous avez de la chance avec un partenaire comme Niji qui connaît très bien. Et nous, chez Oro, on fait un choix aujourd'hui de choisir avec quel partenaire on veut travailler ou pas pour être sûr d'avoir des partenaires de qualité, pour avoir des clients contents. Et vous avez un partenaire qui est là, qui est Niji, qui va pouvoir vous accompagner parce que ce qu'on vient de se dire là, en fait, ils le font tous les jours. Donc, ils ont plein d'histoires aussi à vous raconter sur des clients, sur des métiers. Et c'est là où vous allez voir la force aussi de Niji. Chloé, excuse-moi, je te rends la main. Bah, tout est dit, merci. Allez. Non, c'est vrai que, alors, moi, non seulement je suis Niji, mais je suis conseil, cabinet de conseil. Donc, moi, j'ai tendance à. Je ne peux que vous encourager à bien travailler, ou en tout cas à bien réfléchir la partie qu'on appelle cadrage, à se poser les questions de l'objectif. Pourquoi? Parce que quand vous mettez en place un site e-commerce, il y a de fortes chances que votre directeur commercial, ça le chamboule un peu. Enfin, en tout cas, il s'attend à ce que ça chamboule ses équipes. Le DSI, ça va lui chambouler un peu aussi son périmètre. Et ça, c'est des choses que, enfin, plus on y a pensé, ou en tout cas, moi, on les occulte au départ. C'est pas forcément des mois de travail, hein, c'est peut-être 2-3 jours. Aller dire au directeur commercial, t'as peur de quoi? De ça, bah, très bien, on va le prendre en compte. Et le DSI, tu sais comment on va pouvoir intégrer ça? Ok, donc c'est poser ces questions-là sur les freins au changement qu'il peut y avoir, se rappeler, mettre en miroir ce qu'on veut, enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette plateforme, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'améliorer sa connaissance client, leur proposer des services en plus, qu'est-ce qu'on veut y gagner. Et puis là, on sait ce qu'on veut faire et ça permet aussi de prioriser et de un peu timer les différents chantiers. Donc, on fait un cadrage qui, encore une fois, selon la taille de l'entreprise, selon où on est l'entreprise aussi dans sa complexité ou non complexité, SI va être voilà, plus ou moins long. Et derrière, on peut démarrer une phase de conception fonctionnelle et technique. Donc là, évidemment, il faut choisir le bon partenaire. Donc, vous avez compris qu'on recommande Oro, le bon partenaire pour faire les bonnes choses, rédiger, commencer à se mettre, forcément nous on pousse le mode agile, donc commencer à rédiger son besoin, définir son MVP, ses user stories, et puis on peut passer en phase de réalisation. Et puis ce qui va être important évidemment, et c'est ce que Laurent et Erwan ont précisé tout à l'heure, c'est bien pouvoir suivre, et c'est là c'est important d'avoir choisi le bon partenaire comme Oro et d'avoir une équipe de projet qui va vous suivre comme il faut. C'est que le suivi et la montée en puissance, c'est vraiment un des moments hyper importants. Il faut y penser, hein, et l'idéal, c'est quand vous pouvez avoir une direction de projet qui est là dès le cadrage et qui va vous suivre même jusqu'à la mise en œuvre et à l'amélioration des choses. C'est que on est vraiment sur du test and learn. On sort quelque chose, c'est bien, ça fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien que ce qu'on pensait, donc on ajuste, ou que ce qu'on espérait. On ajuste, on continue à ajuster. Et encore une fois, comme on a pris une plateforme qui n'est pas capable de faire plein de choses et qui suit les évolutions clients, aller aussi vite que le marché et plus vite que la concurrence. Voilà. Si je passe sur le slide d'après, il y a c'est un peu, je vais redire ce qu'on a déjà un petit peu dit, mais ne pas penser le projet e-commerce comme un projet IT, c'est hyper important parce que certes, on l'a dit, il y a un vrai sujet de solution, d'accompagnement, aussi d'intimité, de se sentir bien avec les gens avec qui on travaille. Mais il faut vraiment se rendre compte que c'est aussi tout un projet fonctionnel, un projet de transformation dans l'entreprise. Les commerciaux B2B, ils vendent aussi beaucoup par du relationnel. Ça leur fait souvent peur de passer à cette relation digitale. Et donc, il faut leur montrer pourquoi est-ce que le online va les aider et plutôt que va pas bouffer leurs primes, qui continueront à pouvoir créer du lien et garder du lien avec leurs clients, mais qu'une partie des tâches qui n'avaient pas forcément énormément de valeur ajoutée va être diminuée. Mettre l'utilisateur au centre, c'est aussi bien l'utilisateur côté client que l'utilisateur, que ce soit votre ADV, votre commercial, la direction générale pour suivre les ventes. On parlait de dashboard tout à l'heure. Voilà, c'est l'utilisateur interne et client. C'est hyper important parce que on ne fait pas un truc pour qu'il soit joli, on fait quelque chose pour que ça soit utilisé et que ça apporte de la souplesse et de la facilité à tous les moments.
l'alignement de tous les parties prenantes pendant le parcours, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit aussi, mais c'est s'assurer qu'on transforme le modèle dans le bon sens pour tout le monde. Et puis, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est de pouvoir lancer rapidement des premières choses. On parle, voilà, ça fait des années qu'on parle d'agile, de test and learn. C'est pas à 20, c'est que plus vite vous allez avoir lancé quelque chose, plus vite, enfin, il y a un moment, hein, ça ne veut pas dire qu'on veut lancer quelque chose forcément au bout d'un mois, mais plus vite vous avez des résultats, plus vite vous pouvez ajuster, plus vite vous pouvez aussi montrer à vos clients et à vos équipes pourquoi ça a de l'intérêt. Et donc nous, ça, on prône beaucoup ce découpage, de pouvoir sortir une première version avant de lancer les choses qui viennent. On a plein d'exemples là-dessus. Laurent, tu veux peut-être… Je vais en citer un d'exemple, moi, si tu permets, Chloé, qui est un client aux Pays-Bas, alors qui fait de la chaussure de protection. C'est pas sexy, hein, je suis désolé, c'est pas sexy la chaussure de protection, mais la marque est connue, hein, c'est Dunlop, et ils ont commencé en juillet, ils voulaient aller vite. Alors oui, ok, mais vite, qu'est-ce que vous voulez faire? Projet B2B, oui, mais on ne sait pas ce qu'on a le projet B2C qui est important aussi. On est en février, le B2B plus le B2C ont été lancés. Le B2B qui a été lancé très vite, le B2C qui se sont fait déborder puisque le B2C était réservé pour les US. Chaussures de protection et de gestion du froid en ce moment aux US. Je vous laisse imaginer hein, la croissance qu'ils ont vécu dessus. 4 mois. On est sur, il faut sur le B2B ne pas vouloir se dire on va faire Amazon, on va pas vouloir tout faire d'un coup. Allons-y par étapes, mettons quelque chose en place, regardons, apprenons, test and learn, il faut optimiser ça et ça permet d'embarquer aussi bien les clients que les équipes. Et c'est ce que dit Chloé, c'est qu'aujourd'hui c'est un projet métier qu'il faut embarquer tout le monde et vous allez voir que vous avez plein d'idées en tête, mais vos clients en ont plein d'autres. Et c'est le mix des deux qui est le plus important. Alors, je me permets de compléter, pas faire Amazon, même si le top management a surtout très souvent très envie qu'on lui, enfin, se réfère très souvent à Amazon, et c'est normal. Donc voilà, pas faire comme Amazon, mais pas en être trop loin non plus. C'est exactement ça. Aujourd'hui, je vous ai mis cette slide-là. C'est pas pour vous faire peur, c'est qu'aujourd'hui, on a parlé dans les 45 minutes qui se sont passées de plein de fonctionnalités, de plein de besoins que vous pourriez avoir. Et on en a vu que 15%, parce qu'il y en a plein d'autres choses que vous pouvez avoir en tête, que vous avez besoin, que nous, on a déjà aussi dans notre roadmap. On a notre Customer Manager, Ellie, qui est là, qui est sur ce call aussi, qui la voit les clients, qui écoute tout ce que les clients disent pour pouvoir améliorer notre produit au fur et à mesure. On est là pour accompagner notre client sur le long terme. Donc, pensez qu'on est là pour vous aider à faire votre e-commerce, pour mieux connaître vos clients, mais aussi le CMS. Et je parle du CMS parce qu'aujourd'hui, c'est fini l'e-commerce au temps du Minitel où on avait des interfaces qui étaient pauvres et on se disait c'est pas grave, c'est du B2B, c'est pas grave. Non, non, les gens, on parlait d'Amazon, les gens ont une expérience Amazon, ben, ils veulent arriver sur leur site B2B, ils veulent avoir une expérience agréable. Et comme disait Chloé, hein, c'est aussi bien l'usager client que les usagers internes. Donc il faut avoir une vraie expérience qui soit agréable. Et le dernier point que je voudrais parler, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'aujourd'hui, votre métier, c'est de produire, c'est de distribuer, c'est de vendre. Notre métier à nous, c'est de concevoir des solutions e-commerce et de gérer l'hébergement via notre offre cloud. Comme ça, vous n'avez pas à gérer ça, vous n'avez pas à gérer les scalabilités, vous n'avez pas à gérer la sécurité. Et mine de rien, on parle de scalabilité et de sécurité. Je vais vous citer 3 exemples qu'on a eus cette année. Un en 2021. 2021, une entreprise qui s'est fait attaquer par un ransomware, son B2B était tranquille parce qu'on l'a sécurisé, il était sécurisé. Et pendant le confinement, en France et aux US, 2 clients qui ont pu, pour reprendre leur terme, avoir un minimum d'activité pour l'un parce que tous les magasins étaient fermés et donc ils ont pu gérer avec le site Euro du click and collect. Et un client aux US, on parlait d'Animal Supply, qui est un gros client sur cette partie-là, qui a fait x5 sur 2 jours, puisque avant le confinement, tout le monde a fait de la commande pour les aliments pour animaux. On pense d'abord aux animaux d'abord avant de penser à nous. Hein. Donc, c'est aujourd'hui, quand vous pensez à un site e-commerce, quand vous pensez à Euro, quand vous pensez à un portail, quand vous pensez à comment vous faire,
échanger avec nous, échanger avec Erwan, échanger avec Chloé, parce que déjà, on est là pour vous aider, mais aussi on a plein de retours d'expérience qu'on a vécu sur tous nos autres clients qui vont pouvoir soit vous donner des idées, soit vous rassurer sur des points qui vous semblent compliqués et qui font juste partie de notre quotidien et du quotidien de nos autres clients. Donc, on est là pour vous aider. Et justement, excellente transition, parce qu'on arrive au bout et je vois le timing qui avance, donc je crois qu'il y a peut-être quelques questions. Oui, merci Laurent, merci Chloé, merci Erwan. Voilà, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Qui laisse la place à des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, voilà, ou des partages d'expérience. Voilà, est-ce qu'il y a une première question? Premier commentaire, partage d'expérience. Allez-y, n'hésitez pas, hein, soit par oral ou dans le fil de discussion. N'hésitez pas à... Est-ce qu'on peut nous donner, pardon Antoine Hopper, est-ce qu'on peut nous donner, Laurent, Chloé, Erwan, une fourchette budgétaire pour un projet B2B d'une marque de taille moyenne aujourd'hui, et qui d'ailleurs, qui vous adressez en priorité Oro? On sait qu'il y a des très gros, des hybrides de chez SAP ou d'autres solutions e-commerce qui vont adresser le très haut du panier. Vous, c'est quoi les volumes d'affaires que vous pouvez brasser avec la solution Euro, et voilà le prix d'un projet e-commerce B2B, et le Laurent, modèle économique également, puisqu'on est sur de l'open source, mais j'imagine qu'il y a aussi la possibilité d'avoir des licences. Enfin, comment ça fonctionne tout ça? Laurent, je te propose de répondre peut-être à la première partie sur on va dire le coût de mise en œuvre. Je te laisserai la main sur la deuxième partie. Assez traditionnellement, pour un MVP, pour un Go Live, sur voilà, une première version, et comme on le disait, qui est très important d'être dans cette démarche de MVP avec de l'amélioration dans un second temps, l'ajout de fonctionnalités. Voilà, sur un portail B2B avec tout ce qu'on a mentionné, c'est-à-dire la personnalisation, les fonctionnalités adaptées, l'interconnexion avec le système d'information, enfin voilà, tous ces éléments-là sur un premier MVP, voilà, on est sur une fourchette qui va de 100 à 200 K euros en moyenne à peu près. Ça va un peu dépendre de ce qu'on va trouver effectivement comme interconnexion, notamment avec le SI du côté client, et les quelques fonctionnalités qu'il va falloir mettre en œuvre sur cet aspect-là. Donc, mais voilà, il faut avoir un ordre d'idée d'enveloppe budgétaire dans ces eaux-là. Je te laisse peut-être répondre sur l'autre partie, Laurent. Oui, pour la partie business model, alors on a, comme je disais, deux versions, une version open source et une version enterprise. La version open source est, comme son l'indique, gratuite. Donc voilà, il n'y a rien à rajouter. Et la version enterprise, qui elle a plus de fonctionnalités, hein, comme le multi-devise, le multi-site, qui a les moteurs de recherche Elasticsearch et tout ce genre, et qui a le cloud et le support. Donc c'est là où le business model est, et c'est là où est la version payante. On commence prix catalogue à 50 000 euros par an, et ça peut monter, ça dépendra de votre chiffre d'affaires sur la plateforme. Quels sont les clients qu'on adresse? C'est là aujourd'hui on est très très large. On a des gros clients qui, on a gagné contre des Intershop et des hybrides, qui vont faire des 50, des 60 millions par an sur la plateforme. On a aussi beaucoup de clients qui font 2, 3, 4 millions sur la plateforme, voire certains qui font zéro. Et je dis bien zéro, puisque leur but est d'adresser un portail d'information pour leurs clients. Quels sont parmi ces clients-là ceux qu'on adresse? Tous, puisqu'en fait, nous, notre but, c'est de pouvoir permettre aux clients qui ont besoin de faire une transaction en ligne, et transaction ne veut pas dire forcément monétaire, hein, mais qui ont besoin de gérer ce genre de choses, de le faire avec Oro. Et la souplesse et la scalabilité d'Oro vont vous permettre d'adresser aussi bien des petits que des très gros. Ce qui va changer sur les très gros clients, c'est qu'on va aller avoir en plus des hébergements beaucoup plus importants, puisque quand vous avez des très gros clients, il faut pouvoir tenir des hébergements qui tiennent la charge. On a des clients qui ont plus de 8 millions de SKU, et quand on reprend les problématiques, on disait de 8 millions de produits, plus une dizaine de prix différents par produit, plus 100 000 clients, c'est ce facteur exponentiel qui fait la complexité et la facilité d'Oro de gérer ces trucs-là. Donc aujourd'hui, je dirais que le ticket d'entrée en prix catalogue en remise est à 45 000 euros par an si vous faites entre 0 et 10 millions sur la plateforme. Est-ce que j'ai répondu à votre question de mon côté aussi? Oui, c'est très clair. Merci Laurent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres réactions? Peut-être une autre question alors sur le temps de déploiement d'une plateforme
Voilà, on parlait tout à l'heure de ce client dans la chaussure de sécurité. On était sur quel type de 4 mois. Il faut de timing en termes de déploiement? Quand c'est en timing, ce que les clients appellent, même, j'ai beaucoup aimé, j'ai encore un client qui me l'a dit hier, un lead qui me l'a dit hier, un MVP agressif. La première version, ils veulent la sortir en 4 mois. C'est faisable, mais bon, ça nécessite. Le vrai problématique n'est pas côté solution et pas côté intégrateur, c'est généralement côté client. Parce qu'en fait, il faut avoir des équipes quasiment dédiées en pilotage et en métier pendant ces 4 mois-là. Et il faut que, idéalement, les interfaces soient déjà prêtes. Dans le cas présent, les interfaces étaient déjà prêtes. Et l'autre point, je rajoute un point, c'est par rapport au schéma que Chloé présentait aussi, c'est qu'effectivement, toute la réflexion en amont, elle a déjà été menée, elle est déjà prête, et que justement, tout a déjà, au niveau de l'offre produit, enfin, tous les éléments dont on a parlé au cours de ce webinaire, voilà, ont déjà été réfléchis, et on est sur, voilà, un projet vraiment d'intégration, pour le coup, sur ce délai-là. Et 4 mois MVP, comprenons bien un point. Le but d'un site e-commerce, c'est pas tout faire d'un coup, puisqu'un site e-commerce ne s'arrête jamais. Une plateforme e-commerce vit, elle vit par vos nouveaux business, elle vit par les attentes de vos clients, elle vit par l'actualité. Donc, espérer devoir tout faire d'un coup, c'est pas le bon choix, puisque vous devez pouvoir vous adapter et avoir le ROI, le time to market le plus court possible. Merci Erwan, merci Laurent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, on va clôturer ce webinaire maintenant. Merci encore une fois Chloé qui a pris sur son temps de vacances pour intervenir, Laurent qui nous a fait l'honneur voilà, de partager l'expérience d'Oro sur cette partie e-commerce et Erwan sur toutes les expériences et les règles qu'on a au sein de Niji sur la partie déploiement. N'hésitez pas à retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube de Niji. Et puis, on revient vers vous avec les prochains webinaires très prochainement dans les prochaines semaines. Merci donc de nous avoir accompagnés. Merci à vous d'être venus nous écouter. Et puis, écoutez, à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci bien. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci.